RFM, il est 22h. Merci de rester en compagnie de la radio que vous avez choisi, le journal. Les titres de ce 22h. Faut-il s'attendre à une reprise de la grève des travailleurs de la SDE? Accord sur la suspension du mot d'ordre, mais les 7,5% proposés par l'État divisent. Le ministre de l'eau et de l'assainissement et les travailleurs de la SDE qui veulent rencontrer le chef de l'État pour négocier sur les 2,5% restants. Il n'est pas, pour l'instant, conseillé de se rendre à la cité Khadija de Thiaroye Azur, c'est en banlieue de Dakar. La fuite du pipeline de la SAR, société africaine de raffinage, installe la psychose chez les habitants de la cité qui respirent l'odeur nauséabonde qui s'échappe du tuyau. Le président Macky Sall aux banques de développement. Comportez-vous comme tel et ne soyez pas des banques d'affaires. Un sommet des transformeurs s'est tenu à Diamniadio en présence du président de la Banque islamique de développement. C'était ce matin. La page des sports, Abdou Diouf Junior dans la seconde partie de ce journal. Il y aura également le tour du web en classe bonne santé puis en fin d'édition. Pape Diba reçoit Aminata Kébé, spécialiste programme au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Abdou Thiam assure la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Suspension du mot d'ordre de grève des travailleurs de la SDE. Seul accord pour le moment avec le ministre de l'eau et de l'assainissement. Les deux parties restent toujours divisées sur les 7,5% proposés par l'État. Le ministre de l'eau et les travailleurs de la SDE se sont rencontrés à Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. Après cette rencontre, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, et Elimane Diouf, coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, annoncent unanimement la levée du mot d'ordre de grève. La rencontre a produit des résultats positifs puisqu'il y a une confirmation de la suspension du mot d'ordre de grève. Moi, je peux parier sur une levée du mot d'ordre de grève. La situation de l'eau est reprise depuis même ce week-end parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes techniques qui sont en train de travailler. La question des 7,5% semble encore diviser les deux parties. Elimane Diouf et ses camarades espèrent toujours de leur côté recevoir les 2,5% après leur rencontre avec le président de la République. Et pourquoi pas même avec l'ensemble des acteurs du secteur que sont les centrales syndicales pour aller voir le président de la République éventuellement pour voir quelles sont les possibilités supplémentaires qui pouvaient s'offrir à cette répartition du pourcentage d'action qui devrait être réservé aux travailleurs de ST. Serigne Mbaye Thiam, lui, campe sur sa position et maintient la décision de l'État qui consiste à leur donner 7,5%. Moi, j'ai essayé d'être sincère avec eux et de leur tenir un langage de vérité. Je pense que ce qu'ils ont obtenu est notable à l'issue d'une lutte. Je leur ai expliqué qu'aujourd'hui, un salarié de la SDE qui avait peut-être 100 000, 200 000 francs de dividendes en tant qu'actionnaire va se retrouver avec 300 000. Concernant la question des logements, le ministre promet de saisir son collègue du logement pour régler ce problème. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, la vente de l'arachide sur le marché parallèle, la hausse inacceptable du prix de l'électricité, l'arrestation arbitraire de Guy Marius Sagna et compagnie, autant de questions abordées par le bureau exécutif de l'UNSAS, Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. C'est à la suite de sa session ordinaire tenue samedi dernier à son siège. Synthèse du communiqué avec Bayassane Diao. Après avoir constaté la fixation du prix de l'arachide à 210 francs le kilogramme, l'UNSAS dénonce le non-paiement de la dette contractée auprès des opérateurs privés. Une situation qui explique, selon l'UNSAS, l'écoulement de l'arachide sur le marché parallèle à hauteur de 250 francs le kilogramme ou même plus. Elle considère que la reconstitution du capital semencier est hypothéquée et les objectifs de la Sonacos compromis. Le bureau exécutif est aussi revenu sur la hausse du prix de l'électricité inacceptable qui intervient dans un contexte marqué par le blocage des salaires et la charge excessive des ménages et des entreprises. L'UNSAS s'engage dès lors à sonner la mobilisation au sein de la coalition des confédérations syndicales pour qu'elle s'approprie la lutte et amener l'État à annuler la mesure. L'UNSAS, à travers son communiqué, exprime sa solidarité à tous les travailleurs en lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail, faisant allusion aux employés de la SDE, la Sénégalaise des eaux, mobilisés pour exiger une participation significative au capital de la nouvelle société d'exploitation de l'eau.
by Hassan Diaw. Gestion de la société de transport public Dakar Dem Dikk, l'intersyndicale monte au créneau. Le foncier, le stock de bus en panne et les retards de salaire notés ce mois sont entre autres points saillants de cette indignation. Écoutons ce propos. Diatta Fall, il est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, affilié à la CNTS. Il est joint par Koumba Sandiane Faye. Premièrement, présentement, on peut parler de retard de salaire. D'autant plus aujourd'hui c'est le 9 et on n'a pas encore perçu nos salaires. Donc on va dire qu'il y a retard de salaire. Le foncier de Dakar Dem Dikk doit être audité. On a vendu quelques parcelles du dépôt de Ouakam et que, à notre connaissance, tout l'argent a été versé. Et jusqu'à présent, rien de ce qui a été l'origine de cette vente a été mis sur place. Et on demande que le DG nous donne des explications par rapport à cet argent. L'autre chose, on demande aussi à ce que le directeur général explique sur la situation actuelle du parc de Dakar Dem Dikk. Les deux dépôts, que ce soit le dépôt de Ouakam et le dépôt de Thiaroye, les bus se sont immobilisés là-bas. À notre grande surprise, on nous dit qu'il n'y a pas de pièces de rechange en vue. C'est-à-dire que les bus sont immobilisés, il y a des pannes de moteur. Et nous n'avons pas de pièces de rechange en vue. C'est cela qui explique le retard même des bus sur les arrêts. Demain, mardi, débrayage dans toute la région de Diourbel. L'annonce est du secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire au niveau régional. Ces enseignants donc dénoncent la gestion de l'inspecteur d'académie de Diourbel et l'absence de dialogue avec les acteurs. Marema Diop. Le SAEMS de Diourbel menace de paralyser le système éducatif ce jeudi. Ces enseignants vont déserter les classes pour montrer leur colère. Mortala Wade, le secrétaire général. Nous dénonçons avec la dernière énergie la manière dont l'IA gère l'inspection. Nous avons saisi les coordonnateurs au niveau des établissements, au niveau de la commune, mais au niveau du département de Mbacké. C'est valable pour Diourbel, c'est valable également pour Bambey. En tout cas, les enseignants sont prêts pour observer demain à partir de 9h ce mot d'ordre de débrayage. Nous demandons à tous les collègues donc de sortir pour manifester cet état de fait. Une décision due, selon les enseignants du SAEMS, à la gestion de l'inspection d'académie jugée mauvaise. Nous lui reprochons de rompre le dialogue social, de ne pas convoquer et de ne pas appeler les syndicats à la discussion et à la concertation. Nous lui reprochons également une gestion antidémocratique avec la nouvelle décision qu'il a prise, allant dans le sens de redéployer des enseignants et parfois ces redéploiements ne se justifient pas. Parfois il y a une absence d'appel d'offres dans la candidature dans certains postes à pourvoir. Et tout cela constitue quand même des blocages. Si rien n'est fait, le SAEMS section de Diourbel menace de passer à la vitesse supérieure. Marema Diop, Mbacké, RFM. Et il est 22h07. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Seydou Nourouba. Abdou Thiama sur la partie technique. Le danger plane à la cité Khadija de Thiaroye Azur. C'est en banlieue de Dakar. La fuite du pipeline de la SAR installe la psychose chez les habitants de la cité. L'odeur qui s'échappe du tuyau reste insupportable. Un cordon de sécurité sur les lieux pour dévier les véhicules, entre autres mesures de sécurité prises par la Société africaine de raffinage. Notre correspondant à Pikine y a fait un tour. Ndongoka signe le reportage. L'alerte n'est pas à minimiser. La fuite de carburant de la conduite de la Société africaine de raffinage à la cité Khadija de Thiaroye Azur fait planer un danger permanent sur les habitants. Boubacar Kamara habite la cité. Cette fuite-là, c'est une fuite de carburant des tuyaux de la SAR. Il y a des habitations à 1 mètre, des portes de maison à 2 mètres là où il y a la fuite. Et donc il y a un atelier de menuiserie métallique. Et donc ils sont au courant. Ils ont amené un agent de sécurité et un extincteur pour que quand il y a en fait feu ou bien un danger quelconque, ils puissent faire les premières interventions. Mais c'est pas sûr. 24 heures sur 24, il est là avec son grand extincteur. La psychose des riverains est aussi due à la configuration de la zone où le pipeline de la SAR a pété, puisque l'usine La Rochette qui a pris feu dernièrement se situe à quelques mètres. Un périmètre de sécurité devant cette habitation de 5 mètres carrés, les voitures sont déviées et donc il n'y a que les passagers qui passent et c'est pas sûr. C'est un réel danger, on ne sait pas à quel moment que ça peut dégénérer. Ça continue aussi à prendre d'autres tournures parce que derrière ces maisons-là, il y a d'autres fuites qui sortent de là-bas. Il y a une usine là qui a pris feu, La Rochette. Les sapeurs-pompiers ont passé 48 heures ici pour l'atteindre et donc c'est à moins de 150 mètres. Vous voyez le danger
que nous vivons ici. On ne parvient pas à travailler normalement parce que nous pensons toujours à nos enfants, à nos familles que nous laissons ici. Maintenant que l'alerte est donnée, la balle est désormais dans le camp de la Société africaine de raffinage Nongoka Thiaroye Azur RFM. 5 marchés de la commune de Ziguinchor dénoncent la tenue d'une foire. Selon le collectif qui les réunit, l'événement porte préjudice aux activités des commerçants. Le collectif qui accuse la mairie et les autorités déconcentrées menace de marcher dans les prochains jours. Serine Kassé, coordonnateur du collectif des commerçants des marchés de la commune de Ziguinchor, est avec Lamine Ba. On est déterminé, avec fermeté, de ne pas voir foire dans cette ville sur ce mois-là. Parce qu'on a beaucoup souffert. La mairie qui est là, qui doit nous protéger, ne doit pas prendre des gens, une groupe de femmes pour leur autoriser une foire. Au moment où nous nous rencontrons des difficultés pour vendre, au moment où nous nous rencontrons des difficultés pour avoir des marchandises, la mairie est là uniquement pour accorder une foire. En ce moment-là, on n'est pas d'accord et on est déterminé pour que cette foire n'aura pas lieu, Inch'Allah. C'est peut-être à Dieu. Cette année-là, même s'il y a un problème, il doit appeler tout le monde à un consensus. Les femmes là, on avait prévu qu'ils reportent leur foire jusqu'en janvier. Mais, cause pour laquelle elles veulent nous montrer qu'elles ont une branlon. Mais quel est le branlon qu'ils ont? Mais il n'aura pas de foire, Inch'Allah. Si les gens persistent à avoir une foire, il faut qu'ils signent 2 autorisations de foire. Parce que nous sommes déterminés à aller là-bas jusqu'à la fin du foire, matin et soir, pour vendre avec eux. Parce que fermer les marchés, aller là-bas sur le foire là pour étaler des tables. Jamais. Il n'y aura pas foire. Dans le département de Dagana, les personnes vivant avec un handicap exigent le respect des engagements pris par le gouvernement. Profitant de la semaine qui leur est dédiée, ces personnes donc ont énuméré leurs doléances, parmi elles l'éducation et la santé, nous dit Mamadou Diagne. Après la promulgation de la loi d'orientation en 2010 par le gouvernement du Sénégal, les personnes handicapées dans le département de Dagana exigent le respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Selon ces derniers, ils restent confrontés à plusieurs problèmes liés à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Birahim Fall, président de la Fédération départementale. Sur le plan de l'éducation, la Constitution nous dit que tous les enfants sénégalais ont droit à l'éducation, sans discrimination aucune. Et on se rencontre dans certaines localités, comme le département de Dagana, les jeunes aveugles et les sourds-muets, malheureusement, n'ont pas accès à l'éducation parce que tout simplement nos écoles ordinaires ne peuvent pas les prendre en charge. Donc ils sont exclus. Sur le plan de la santé, vous voyez, il y a des problèmes orthopédiques, mais également il y a aussi des besoins spécifiques, les kinésithérapeutes, les problèmes de massage qui tardent à se faire. Sur le plan de l'emploi, malheureusement, c'est le secteur d'exclusion par essence de ces personnes handicapées. Sur le plan des transports, vous voyez également, ils sont confrontés d'énormes problèmes. À cela s'ajoute l'accès aux cartes d'égalité des chances. Vu le nombre dans la fabrication, dans la production, on dit que franchement, il y a un gap énorme. Il y a énormément de personnes handicapées qui courent après la carte d'égalité des chances. Peut-être le problème, parce que nous, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé et c'est la Direction générale de l'action sociale. Mais malheureusement, dans la production, on sent vraiment une lenteur qui ne dit pas son nom. Des problèmes qui poussent aujourd'hui à ces personnes handicapées à tendre la main au chef de l'État pour que ce dernier puisse leur venir en aide. Et cela passera, selon eux, par le respect des accords qu'ils avaient déjà pris. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Beaucoup de critiques de l'opposition contre le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Il est qualifié d'être le premier ministre caché du chef de l'État. Lors du vote du budget de son ministère, le mis en cause, Mansour Faye a insisté sur ses réalisations et des bourses sociales octroyées aux détenteurs de la carte d'égalité des chances, Mohamed Ali Mouba. C'est le député de l'opposition, Mamadou Lamine Diallo, qui est allé le premier au front, qualifiant M. Mansour Faye de Premier ministre caché, eu égard son poids dans le gouvernement. Programme Puma, PUDC, Promoville, bourse de sécurité familiale, couverture maladie universelle. Il s'est interrogé aussi sur l'utilité des bourses sociales. Troisièmement, vous-même vous le reconnaissez. Et c'est ça qui est important. 5 ans accompagné qui vous avez le plus gros ministère. Macky Sall, président Macky Sall, Néna soxlawul premier ministre. Il n'est pas plus fort que Senghor. Mais en réalité, il y a le premier ministre caché. L'opposition à la personne de Déthié Fall a dénoncé aussi le retard constaté dans la mise en œuvre de certains programmes du PUDC. À toutes ces questions, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a apporté des réponses. Mais nous sommes dans un processus d'évaluation qui va nous permettre non seulement
de vérifier au niveau des hôpitaux, puisqu'il semble-t-il qu'au niveau des structures sanitaires, la CMI est utilisée comme étant donc un système d'ajustement pour ces structures de santé. Mais l'évaluation va nous permettre un petit peu de se concentrer davantage sur l'effectivité des prestations, mais aussi donc tout le flux financier nous provenant effectivement des structures de santé. La couverture médicale universelle bat encore de l'aile. Au 31 décembre 2018, son taux de couverture ne dépassait guère les 49%. RFM, la radio autrement. Les banques de développement doivent se comporter comme telles et non comme des banques d'affaires. Une déclaration du président Macky Sall qui s'exprimait lors du sommet des transformeurs au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le président de la Banque islamique de développement qui a pris part a annoncé un ambitieux plan pour 10 millions d'emplois, nous dit Makumba Pays. Le président Macky Sall a critiqué les banques de développement qui se comportent dans leurs opérations de financement comme des banques d'affaires. C'est en réaction à l'annonce du président de la BID de débloquer $1 trillion, des milliers de milliards CFA dans 5 secteurs pour 10 millions d'emplois dans les pays membres, le plan 1-5-10. Voilà le volume qu'il faut pour l'immense besoin des pays en développement selon le président Macky Sall et non les comptes-gouttes, quelques millions de dollars seulement. Le président de la BID, Bandar Hajar, s'est engagé à financer à hauteur de $500 millions des startups pour des solutions innovantes qui concourent à l'atteinte de l'objectif de développement numéro 11, un habitat durable. C'était à l'occasion du 2e sommet des transformeurs, durant lequel des jeunes de plusieurs nationalités ont présenté leurs projets, solutions à divers problèmes dans leur communauté. Relance du projet TNT, les acteurs plus que jamais divisés sur le prix des redevances et la vente des fréquences analogiques. Ils veulent plus de détails avant le basculement de l'analogie au numérique en juin 2020 par Balagay. Le projet du tout numérique tarde encore à prendre son envol. Le basculement fixé au mois de juin 2020 au plus tard, Amadou Diop, directeur de télédiffusion du Sénégal, rassure avec de nouvelles perspectives. Ils n'auront plus à supporter les charges qui sont liées au transport de leur signal sur l'ensemble du territoire. Ils n'auront plus à faire la maintenance et à supporter les coûts liés notamment à l'exploitation sur les sites. Et ça, c'est les impacts directs qu'ils ont en termes financiers sur leur budget. C'est les économies réalisées par les télés. Après, ça offre d'autres opportunités en termes de services. On réfléchisse à l'offre de services qui sera apportée, qui nous permettra de nous adapter aux usages notamment qui ont vraiment évolué. Une annonce qui ne convainc pas les éditeurs et diffuseurs privés. Représentant du groupe Futur Média et directeur de l'information, Souleymane Niang estime qu'il y a des préalables à respecter. L'année budgétaire 2020 va s'engager et nous ne savons pas ce que nous allons payer en termes de redevances et ce qu'éventuellement on pourrait recevoir en termes d'appui issus notamment du dividende numérique. Donc pour nous, c'est deux préoccupations. Évidemment, nous avons quelques propositions. Nous pensons vraiment qu'il faut qu'un dialogue permanent s'établisse entre les acteurs. Des difficultés dans le basculement, oui, reconnaît Ousseynou Dieng, le directeur de la communication au ministère de la Culture, de préciser que des solutions vont être apportées pour finaliser le projet. Une chose est sûre, nous avons ensemble discuté, nous prenons toutes les dispositions pour mettre en place les textes, finaliser le réseau, permettre aux populations d'accéder aux décodeurs. Il est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, il y a eu beaucoup de contraintes, mais au moins on s'est parlé, on s'est compris. Conscient des opportunités qu'offre la TNT, les acteurs invitent les autorités à mettre en place un cadre plus adéquat. À la page des sports, nous accueillons Abdou Diouf Junior. Bonsoir. Bonsoir, El Hadji Saïdou Nourouba. Basket pour démarrer, on connaît des équipes qui accèdent en D1 cette saison. Chez les dames, INSEP se bat Pikine Basket Club et file en D1, score final 58-50. CMT est sorti vainqueur du duel Ziguinchorois contre Zig Basket Club 63-30. Le président de la Ligue de basket de Ziguinchor, la Ligue régionale, se félicite de cet exploit. Selon Lamine Sol Sidibé, si Ziguinchor est capable de présenter 2 équipes à ce stade, c'est grâce à la formation. L'objectif, c'est de rester en D1. Lamine Sol Sidibé que je vous propose d'écouter. C'est dû un peu à un ensemble de facteurs. D'abord, c'est toute une équipe. Il y a les administratifs, les techniciens, vraiment un cadre propice qui a fait qu'aujourd'hui on a eu ces résultats-là. Donc c'est le concours de toutes ces entités qui ont été à l'origine de cette consécration des équipes du Sud. La mise en place de la nouvelle Ligue a joué un rôle aussi extraordinaire dans cette montée en première division de l'une des équipes les plus méritantes de la ville de
Ziguinchor. La Ligue a mis en place un cadre, a mis en place des moyens, surtout logistiques, pour transporter, pour aider à convoyer les équipes au niveau de Dakar. Également, il y a le soutien d'une autorité qui est le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui a mis effectivement à la disposition des équipes un bus qui nous a permis de rallier Dakar et de travailler dans de bonnes conditions avec certaines autorités aussi qui ont mis la main à la poche, comme le président de CNDT, M. Benoît Sambou. Vraiment, c'est tout un ensemble qui est à l'origine de cette victoire d'une équipe du Sud. Nos objectifs en D1, c'est d'abord de maintenir l'existant, de consolider ses acquis, de faire tout pour que ces joueuses-là ne puissent pas, pour le moment, quitter le club. Et ensuite, essayer de renforcer par d'autres joueuses qu'on va essayer de chercher ailleurs, quoi. Lamine Sol Sidibé, président de la Ligue régionale de Ziguinchor. Chez les hommes, Bob a dominé l'US Parcelles Assainies 64-49. Bob rejoint donc la D1. Isaac Sport aussi va jouer en D1 la saison prochaine. Les entrepreneurs ont pris le dessus sur Dream Act 83-76. Et puis nous parlons football toujours avec la Ligue 2 sénégalaise, Uzo qui démarre bien. Les Wokamois ont remporté leur premier match de la saison face à Demba Diop de Mbour, 1-0. C'était au stade Amadou Barry de Guédiawaye. L'autre rencontre de ce lundi s'est soldée par un nul vierge entre Renaissance et Guédiawaye Football Club. À l'issue de cette première journée de Ligue 2 sénégalaise, premier Cœur Major avec 3 points plus 2. Sonacos est deuxième, 3 points plus 1, même nombre de points que Thiès FC et l'USO. En Ligue 1 sénégalaise de football, c'est Dakar Sacré-Cœur qui a créé la sensation d'entrée. 7 matchs en Ligue 1, 13 buts marqués, des attaquants qui se sont signalés. En Ligue 2 aussi, il y a eu du spectacle. L'œil du technicien sur la première journée. Voici l'analyse de Tassirou Diallo. Le championnat vient de démarrer et ici on a vu que au niveau des 7 matchs qu'on a joués, il y a 13 buts marqués, il n'y a qu'un seul 0-0, c'est Niari Tali contre Mbour Petite Côte. À part ça aussi, j'ai vu que au niveau de la première division, il y a eu des attaquants qui se signalent, comme Cheikh Bamba Dieng qui était meilleur buteur lors du challenge des champions, qui est revenu pour mettre un but. Il y a aussi Matandiaï d'Indiambour de Louga qui a mis 2 buts. Il y a Hassan Diatta de l'AS Pikine qui a mis aussi 2 buts. Donc les autres matchs, je ne les ai pas suivis. Je sais que Dakar Sacré-Cœur qui a gagné Gorée 3-0, aussi en train de se signaler dans ce début de championnat. Et en Ligue 2, il y a aussi qu'un seul 0-0 et on a joué 7 matchs, il y a 15 buts marqués. Certes que le match que j'ai suivi tout à l'heure entre la Renaissance et GFC, parce que il n'y avait pas de but, mais c'était un match qui n'était pas si intéressant parce que en football, s'il n'y a pas de but marqué, le match sera un match terne. J'espère que la seconde journée va nous donner encore beaucoup de révélations peut-être futures. Football toujours cette fois-ci en Europe avec Arsenal qui se ressaisit. Pourtant, c'est West Ham qui avait démarré bien cette rencontre en marquant dès la 38e minute par Ogbonna. Martinelli a égalisé à la 60e minute et ça en est suivi des buts de Nicolas Pepe 66e et Aubameyang à la 69e. Des buts donc qui permettent à Arsenal de se redonner un peu plus d'air et d'avancer un peu plus haut dans le classement. De la 11e, Arsenal est passé à la 9e place avec 22 points. 22 points donc qui permettent à Arsenal d'espérer accrocher les grandes équipes qui sont au haut du tableau. C'est compliqué. Ligue européenne des champions, la 6e journée qui démarre ce mardi. Notamment dans le groupe E qui intéresse plus les Sénégalais, le groupe de Sadio Mané et Liverpool, le groupe également de Kalidou Koulibaly qui joue à Naples et qui va jouer dès 17h55 demain contre Racing Genk et à la même heure Liverpool voyage, il sera à Red Bull Salzbourg. Liverpool de Sadio Mané qui retourne à la maison après plusieurs saisons. Je signale que l'attaquant sénégalais est passé par le Red Bull Salzbourg. Il y a également un match alléchant dans le groupe F entre le FC Barcelone qui se déplace en Italie pour affronter l'Inter de Milan. Ce sera à 20h.
À la même heure, le Borussia Dortmund reçoit le Slavia Prague. Dans le groupe G, Benfica, Zenit Saint-Pétersbourg, Lyon, Red Bull Leipzig. Et dans le groupe H, Ajax Amsterdam contre Valence, Chelsea qui reçoit Lille. Merci, c'est la fin. Oui. Merci Abdou Diouf. Le tour du web sur RFM. Et c'est avec Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Commune de Salémata, un jeune villageois a été admis à l'hôpital après avoir été atteint par une balle tirée par des militaires guinéens, nous dit IGFM.sn, qui précise que sa vie n'est plus en danger, avant d'ajouter que les faits ont eu lieu dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 décembre 2019. Louga, un cargo militaire s'est renversé et a fait plus de 15 blessés, informe Actusen.sn, qui fait savoir que le camion était de partance pour Dodji dans le département de Linguère. 4 des blessés sont évacués à Dakar, précise Senwe.com. Pendant ce temps, les travailleurs de l'hôpital de la paix de Ziguinchor ont entamé une grève de 48 heures ce lundi pour exiger le recrutement de 28 agents encore sous contrat à durée déterminée. L'information est sur leral.net. Son procès dans l'affaire des faux billets renvoyé au 30 décembre prochain. John Sek lance un cri de cœur devant la cour d'appel. Je suis fatigué des va-et-vient. Je veux en finir avec cette affaire une bonne fois pour toutes. Il y a tellement de pression sur moi, a déclaré le leader du Ramadan, repris par budset.com. Affaire des talibés de Djen, le tribunal des pairs, à savoir le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, a noté dernièrement que plusieurs médias audiovisuels écrits en ligne ont montré ou publié des photos des enfants talibés enchaînés sans les précautions requises en la matière. Depuis le week-end, certains médias ont fait de même avec les images des candidats à l'immigration morts noyés et dérivant sur les côtes mauritaniennes. En pareille circonstance, le CORED, instance d'autorégulation, rappelle que ces images auraient dû être floutées. La publication de ces images telles qu'elles est une atteinte grave à la dignité, aux droits des enfants et des familles des victimes de cette tragédie maritime, a fait savoir le CORED dans un communiqué repris par Dakaractu.com. Sur l'international au Cameroun, précisément, Maurice Kamto se dit prêt à discuter avec Paul Biya pour le salut du pays 2 mois après sa libération. L'information est sur jeuneafrique.com. Du sport, la durée d'indisponibilité d'Idrissa Gana Gueye est connue. Selon usport.com, le milieu de terrain du PSG sera absent des terrains 10 à 12 jours. Le tour du web, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci Abdoulaye Diop. En classe, c'est l'affaire de la Hajj Ndjokoudje. Bienvenue à tous. Nous parlons aujourd'hui de l'enseignement préscolaire au Sénégal. Prétexte, la semaine nationale de la petite enfance qui a démarré ce matin. Les tout-petits sont pris en charge dans les écoles maternelles et autres cases des tout-petits. Alors, comment se passent les cours avec les tout-petits? Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? C'est le reportage de Babacar Diouf. Il est 11h dans la cour de l'école maternelle d'EVF de Bombay. À ce cycle du système éducatif appelé développement intégré de la petite enfance, les enfants sont soumis à un programme éducatif dense. Mamadou Fall, le directeur de l'établissement. Après la leçon de psychomotricité, on revient en classe, on laisse les élèves se reposer pendant un bout de temps et on commence les autres activités. Et à travers ces activités, on peut avoir le langage. Après, il y a une autre activité que l'on appelle le graphisme. Il y a l'IST, il y a l'activité manuelle, il y a l'éducation sanitaire, l'éducation civique, poésie, récitation, chant. Les seules difficultés dans ce secteur de l'éducation, ce sont les problèmes de finances, nous apprend le directeur. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses au niveau de l'école. Les nappes sur lesquelles les enfants s'asseyent, c'est l'école qui prend en charge ça. La facture d'eau, l'électricité, c'est l'école qui en prend en charge. Et vous savez très bien que dans l'école maternelle d'EVF, on consomme beaucoup de courant. Parce que chaque classe a 2 ventilateurs. Il y a aussi un personnel que l'on paye. Ici, à l'école maternelle, on a 3 femmes de charge. La mairie paye seulement une femme de charge. C'est en tout cas une étape plus qu'importante dans le processus de formation de l'enfant, selon les spécialistes qui l'assimilent à une imprégnation de la vie scolaire. L'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation, Mamadou Lamine Dianté, préconise un recadrage institutionnel pour éviter les chevauchements entre les structures en charge de l'enseignement préscolaire. Tout ça, c'est un problème de pilotage du système éducatif parce qu'on ne peut pas être dans un système et ne pas avoir des dispositifs qui ne soient pas des doublons, parce que malheureusement c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Comme on est dans le cadre d'un système éducatif, il va falloir quand même qu'il y ait
une réorganisation de toutes ces entités qui interviennent dans l'éducation préscolaire et que ce soit sous la même tutelle. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que l'Agence nationale de la case des tout-petits soit logée dans un ministère autre que celui de l'éducation nationale. Parce que je crois que ça aussi, c'est peut-être au niveau du gouvernement avec l'architecture gouvernementale qu'il va falloir revoir afin que véritablement cette question soit prise en charge de façon la plus efficiente possible. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui le lycée de Tougoulou, situé dans la commune de Diass. Cet établissement subit de plein fouet les conséquences de l'exploitation de carrières dans la localité Abdou Diouf Diagne. Ce CM de proximité est devenu lycée en octobre 2015. Depuis sa création, il fait de très bons résultats, selon Moussa Sek, président de l'association des parents d'élèves. L'an dernier, on s'est classé 5e au niveau de l'IA de Thiès, qui s'est classé 2e au niveau national au bac, avec un taux de réussite qui dépasse 55%. Au PFM, on a eu plus de 79%. Le lycée de Tougoulou, qui accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves de la 6e à la terminale, est confronté à des difficultés. Les camions qui exploitent les carrières situées à côté sont pointés du doigt. Ils passent à 0 cm du lycée. De deux, il y a des chauffeurs vraiment indisciplinés qui font la course au niveau de l'école. Et c'est tellement vrai que nous avons eu 2 ans de cela un gosse qui a été amputé de la jambe par un de ces camions-là. Il y a une dégradation systématique de son environnement. Et plus grave encore, le taux de maladies respiratoires, les cas d'asthme qui se sont développés à une vitesse incroyable. Le manque de soutien de l'État est aussi décrié. L'établissement scolaire fonctionne grâce à l'appui de la communauté. L'an dernier, nous avons eu 4 ou 5 candidats qui sont tombés parce que tout simplement, ils avaient oublié leur convocation et leur carte d'identité à la maison. Puis le maire qui était à l'époque le PCR de Diass, il nous a aidés depuis lors, il nous a accompagnés. Jusqu'à présent, on n'a pas senti la main de l'État au niveau des infrastructures. Le lycée de Tougoulou polarise les villages de Daga, Kholpa, Bourou, Bourou-Benteñe, Kandam, Paki et Gandoula. Thomas Kamara est actuellement son proviseur. Merci à Abdou Diouf Diagne et à Babacar Diouf. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous. Bonne santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. La méthode kangourou, une alternative aux soins intensifs néonatals. Une pratique qui consiste à mettre le nourrisson peau contre peau avec un des parents, principalement la mère. Une technique qui concerne les nouveau-nés de petits poids de naissance ou les prématurés. Aminata Djeikebe, puéricultrice surveillante des soins à la maternité de l'hôpital principal de Dakar. C'est-à-dire aux enfants qui sont nés avec un poids inférieur à 2500 grammes. Et pour la plupart qui sont nés de manière prématurée. C'est une méthode qui utilise un contact peau à peau de manière vraiment continue et prolongée entre la mère et l'enfant. L'enfant est attaché sur la poitrine de la mère 24 heures sur 24. C'est la chaleur corporelle de la maman qu'on utilise pour réchauffer cet enfant-là, pour éviter justement l'hypothermie, parce que tout le monde sait que ce qu'on craint le plus chez le bébé prématuré, en général, c'est l'hypothermie, c'est-à-dire une baisse de la température corporelle. Un procédé naturel créé en 1978 en Colombie et qui comporte de nombreux avantages. Parce qu'avec la méthode kangourou, nous avons constaté qu'on a une meilleure régulation thermique. Ensuite, ça permet une stimulation des liens affectifs entre la mère et l'enfant, avec une meilleure croissance de l'enfant, mais surtout une diminution du stress chez cet enfant-là. Dans plusieurs hôpitaux, la méthode kangourou est adoptée. Parce que c'est des soins qui ne demandent pas beaucoup de moyens et qui sont accessibles et qui ont démontré leur efficacité. Précisons quand même que ce n'est pas une alternative au manque d'incubateurs, mais c'est une méthode complémentaire, humaine, physiologique, émotionnellement appropriée aux besoins du nouveau-né. Et les soins maternels kangourou ont aujourd'hui transformé notre façon de prendre en charge le faible poids de naissance. C'est tout pour Bonne Santé Bébé et rendez-vous la semaine prochaine. RFM, la chronique du jour. Il y a les signes Abdoulaye Sissé. On l'a tourné dans tous les sens. On n'arrive pas à comprendre pourquoi l'OFNAC inscrit dans son agenda une journée spéciale de sensibilisation des élèves contre la tricherie en milieu scolaire. D'abord, pourquoi ce thème-ci ? Et même à supposer que la tricherie en milieu scolaire est devenue un fléau contre lequel il faut se dresser très tôt, avec vigueur et intransigeance, pourquoi ça doit intéresser l'OFNAC, dont le dada, c'est la corruption et la concussion ? Bon, c'est vrai, il y a la fraude aussi, dont s'occupe la si bien nommé Office national de lutte contre la fraude et la corruption, mais circonscrire la fraude à la tricherie scolaire, c'est vraiment évoquer le menu fretin du problème qui mine la société et l'économie du pays. Il n'y a
aucun parallèle qui peut exister entre la tricherie en milieu scolaire et la corruption par les gestionnaires de portefeuilles publics. Ce sont deux choses différentes. Les tricheurs en milieu scolaire ne sont pas par essence les meilleurs élèves. Sinon, ils n'auraient pas senti le besoin de tricher pour réussir aux examens. Et voyez le profil des plus grands détourneurs de deniers publics. Ils étaient rarement des cancres. Et mis à part tout cela, pourquoi stigmatiser la banlieue comme le terreau fertile de la corruption, de la fraude, ou si vous suivez l'OFNAC, de la tricherie en milieu scolaire? Pourquoi c'est dans la paumée banlieue seulement qu'on va chercher ces spécimens? Honnêtement, la banlieue devrait juste éconduire la délégation de l'OFNAC. Déjà, cet office qui s'occupe de tout, sauf de ce dont elle doit s'occuper. L'OFNAC rappelle lui-même dans un de ses spots promotionnels encore sur son site qu'il a le pouvoir de déclencher des enquêtes sur la base de son pouvoir d'autosaisine ou à partir des plaintes et dénonciations. Fin de promo. Dans l'une des plus grandes institutions du pays, l'Assemblée nationale notamment, on a dépassé de loin le cadre de simples dénonciations anonymes. On est carrément dans les accusations nominatives, contre-accusations de faits constitutifs de délits de détournement de l'argent public et de crimes économiques. Le tout sur fond de corruption et de concussion. Qui a entendu l'OFNAC tousser ou hausser le menton ou sa présidente ajuster son foulard? Personne. Alors qu'on ne vienne pas nous endormir avec la nouvelle grande cause nationale de l'OFNAC, la tricherie en milieu scolaire. Mais tout ceci procède finalement avec d'autres éléments d'une tentative de banalisation de faits gravissimes, de faire croire finalement que tout se tient pour que rien ne nous lie à l'exigence de transparence. Qui peut croire encore que l'instant de la session budgétaire en cours à l'Assemblée nationale est un moment de gravité pour le ministre? On ne vient plus à l'Assemblée nationale pour défendre son budget, selon l'expression consacrée. On s'y présente pour le valider. Et vous pouvez détourner tout le budget qui vous est alloué. Vous aurez le cutus pour demander encore plus d'argent l'année suivante. Bien sûr qu'il y a encore de rares députés qui révisent leur gamme, mais le théâtre de la session budgétaire a déjà trop duré. Le peuple affamé et électrocuté méritait un bien meilleur sketch en cette fin d'année si morose et si durement éprouvée par la conjoncture imposée. Demain, il fera jour. Vivement 2020, vivement la fin de la session budgétaire. La prochaine fois, s'il vous plaît, donnez le montant global du budget de l'État et qu'on le valide direct en one shot. Ça va être moins anxiogène pour tout le monde et la pilule plus facile à avaler. RFM, l'invité. Pabès Diba reçoit Aminata Kébé, spécialiste programme au Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Entretien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Nous recevons Madame Aminata Kébé, spécialiste de programme au Bureau régional Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Madame Kébé, bonsoir. Bonsoir. Le prétexte pour nous, la célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme qui coïncide également avec l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, Madame Kébé, quel regard jetez-vous sur la situation des droits de l'homme au Sénégal? Merci d'abord pour l'invitation à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Donc, on a l'habitude de dire que cette vieille encore jeune, dans la mesure où toutes les dispositions de cette déclaration sont encore d'actualité. Il y a énormément de défis relatifs aux droits de l'homme qui se présentent sur le plan international et le Sénégal ne fait pas exception. Si on regarde la situation des droits de l'homme au Sénégal, nous pouvons dire que le Sénégal, si on regarde l'adhésion du Sénégal aux conventions et traités internationaux de protection et de promotion des droits humains, les politiques et programmes au niveau du Sénégal par rapport aux droits de l'homme. Si on regarde tout cela, on peut se dire que le Sénégal a une bonne politique de protection et de promotion des droits de l'homme. Mais il y a un mais, il y a des défis qui restent à relever sur plusieurs domaines par rapport aux droits de l'enfant, par rapport aux droits de la femme, par rapport aux droits de l'homme de manière générale dans la société. Aux libertés individuelles. Oui, bon, on peut le dire ainsi. Donc il y a beaucoup de défis qui restent à relever. Ces défis sont toujours relevés à chaque fois que le Sénégal présente ses rapports au niveau des organes des Nations Unies chargés de suivre la mise en
en œuvre des droits de l'homme et ces recommandations portent souvent sur ces thématiques. Justement, les libertés, souvent on assiste à des interdictions de manifester, par exemple. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut suggérer? Bon, de toute façon, le Sénégal est parti au pacte international sur les droits civils et politiques. Ce pacte garantit la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de mouvement. Et je pense que ces garanties sont reprises également par le Sénégal au niveau de la Constitution, au niveau de son arsenal juridique. Maintenant, il y a peut-être des restrictions par rapport à ces libertés qui sont notées. Il faudrait faire une analyse de ces textes-là, de ces limites par rapport à cette liberté qui a été consacrée, parce qu'en fait, il y a également des restrictions qui sont permises au niveau de ces libertés-là. Il faudrait vérifier, analyser, voir est-ce que les restrictions au niveau du Sénégal, les limites au niveau du Sénégal sont conformes aux restrictions permises sur le plan international. On voit beaucoup de manifestations, le gouvernement l'interdit en l'injustifiant par l'arrêté Ousmane Ngom. Est-ce qu'un arrêté peut être au-dessus de la Constitution qui garantit aux citoyens la liberté de manifester? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Il faudrait vraiment une analyse approfondie de ces textes-là, de ces arrêtés-là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, même au niveau international, au niveau des conventions, au niveau de la Constitution, il y a une permission à des restrictions. Est-ce que ces arrêtés-là, est-ce que ces interdictions-là sont conformes à ces restrictions, à ces permissions? Il faudrait faire une analyse. Et donc, nous, au niveau des Nations Unies, lorsqu'une analyse est faite, il y a des voies autorisées qui ont des instances pour interpeller les gouvernements à respecter ces droits qui seraient violés. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours la décision de criminaliser le viol. Quel commentaire? Au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les droits des femmes font partie de nos priorités, surtout au Sénégal. Donc nous avons accompagné aussi bien l'État du Sénégal que la société civile à l'harmonisation de la législation conformément aux conventions signées et ratifiées. Et nous avons noté au Sénégal la recrudescence des violences faites aux femmes, des viols suivis de meurtres, etc. Et nous avions salué la décision du président de la République de rendre les peines plus lourdes en ce qui concerne ces violences-là, notamment le viol. Donc je pense que l'alourdissement des peines pourrait être dissuasif par rapport à ces violations des droits de l'homme. Maintenant, l'autre part de moi, c'est l'application effective de ces lois-là, de ces lois qui seraient adoptées. Et c'est ça le problème. Il faudrait vraiment une application effective. Il faudrait une sensibilisation de tous les acteurs qui tournent autour de ces actes-là, aussi bien les officiers de police judiciaire, ceux qui font les enquêtes, les juges et procureurs, une meilleure information, sensibilisation par rapport à cette nouvelle législation qui serait adoptée. Quand on parle de criminalisation, automatiquement, c'est l'emprisonnement. Est-ce que cette loi, éventuellement, ne va pas engorger davantage les prisons? Oui, je pense qu'il ne faudrait pas, sous le prétexte d'éviter l'engorgement des prisons, favoriser l'impunité. Donc, à mon avis, ça ne peut pas être un argument valable. Le désengorgement des prisons, peut-être il y a d'autres moyens, d'autres mécanismes pour désengorger les prisons. Par exemple, les peines alternatives, la libération conditionnelle. Oui, les peines alternatives, on en avait parlé. Il y avait un projet du port de bracelet, mais c'est resté en l'état. Oui, j'allais en venir. Peut-être que c'est en train d'être mûri et d'être travaillé, mais je sais que de par les interactions que nous avons avec le gouvernement, notamment le ministère de la Justice, c'est une préoccupation, le désengorgement des prisons et la prise en compte de ces mesures-là pour alternatives de privation de liberté pour pouvoir désengorger les prisons. Mais il faudrait que
les peines, les délits ou les crimes soient éligibles pour bénéficier de ces peines alternatives de privation de liberté. Il y a eu l'affaire du talibé enchaîné. Le maître coranique s'en est sorti avec un sursis. Certains saluent un verdict d'apaisement. Vous dites qu'il devait s'en sortir avec un emprisonnement ou... C'est en fait à déplorer et puis je pense que c'est important de nous arrêter un peu sur cette question d'enfants talibés. Vous savez, le Sénégal est signataire de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Cette convention, adoptée en 1989 plutôt, fête ses 30 ans cette année. On a fêté le 20 novembre les 30 ans de cette convention-là. Et le Sénégal, à chaque fois que le Sénégal va devant les comités des Nations Unies, que ce soit devant le comité sur les droits de l'enfant, le comité contre la torture, le comité des droits de l'homme, le comité sur les travailleurs migrants, le comité des droits de l'homme, à chaque fois la question des enfants talibés revient. La question des enfants talibés, quand on parle des enfants talibés, ce sont les enfants qui sont dans la rue, laissés à eux-mêmes, exposés à des dangers, des enfants qui n'en bénéficient d'aucun de leurs droits, du droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. En plus de cela, on les enchaîne et on les expose davantage à une plus grande vulnérabilité. Vous enchaînez un enfant, l'enfant a été enchaîné et ça ne lui a pas empêché de s'évader. Quand il s'évade, il est exposé à des dangers. Si un danger vient à cet enfant-là, comment cet enfant-là pourra se défendre? Donc voilà ces aspects-là que l'on doit regarder d'abord et savoir que quelle que soit la personne qui enfreint la loi doit sévir. Vous auriez suggéré que le maître coranique soit emprisonné? Je sais que, en fait, déjà, le fait que sa culpabilité ait été établie, qu'il soit condamné, même si c'est en sursis, c'est déjà un pas. Parce que ça veut dire que sa culpabilité est établie. Il faut appliquer la loi, surtout par rapport aux enfants. Les enfants doivent être protégés. Maintenant, c'est un cas parmi tant d'autres. Nous avons plaidé pour l'adoption d'un code de l'enfant qui protège tous les droits des enfants, de ces enfants-là. Parce que le problème de cet enfant enchaîné-là a défrayé la chronique. Mais il y a beaucoup d'autres enfants qui sont dans des vulnérabilités aussi importantes ou plus importantes. J'ai parlé tantôt des enfants qui mendient du petit matin à tard le soir. Des drames arrivent. Maintenant, avec la magie des réseaux sociaux, on est informé de certains de ces drames, mais il y a d'autres qu'on ne connaît même pas. Donc, c'est des problèmes structurels que l'État doit régler à travers l'adoption de lois protectrices des enfants et l'application de ces lois-là, l'adoption de politiques et programmes. Mais est-ce que ces lois-là peuvent être appliquées en dehors des réalités que nous vivons, de nos us et coutumes? Je ne suis pas d'accord quand on parle de nos us et coutumes. Nos us et coutumes, ce n'est pas enchaîner des enfants. Je ne suis pas d'accord dans ça. Et là, je sors de ma casquette de fonctionnaire des Nations Unies et je vous dis, et je le répète, moi, je suis un produit de Dara. Je suis dans une famille religieuse. Mon père est imam, il y avait un Dara chez nous. Je n'ai jamais vu ces pratiques-là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une pratique qui est faite dans une localité qu'on veut en faire nos us et coutumes. Non, du tout. Voilà. Donc, moi, je me dis, enchaîner un enfant, et même si c'était nos us et coutumes, nous devons nous en départir. Parce que nous sommes partie prenante à des conventions au niveau international, au niveau régional. Tout à l'heure, je parlais de la Charte africaine sur les droits et les bien-être de l'enfant. Oui, mais les parents de l'enfant aussi étaient consentants. Même. Est-ce que c'est parce que c'est ton enfant que tu as le droit de vendre cet enfant-là? Est-ce que c'est parce que c'est ton enfant que tu as le droit de maltraiter ton enfant? Mais ils ne le considèrent pas comme tel. Donc, il y a juste une correction. Ce n'est pas une correction. Et l'État a une responsabilité d'informer et de sensibiliser la communauté pour que la communauté puisse savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Terminons avec ce drame de l'immigration. Il y a quelques jours, plus d'une dizaine de jeunes Sénégalais ont trouvé la mort en Méditerranée en tentant de rallier l'Europe. Au niveau du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, qu'est-ce que vous faites? Nous avons en charge la promotion et la protection de tous les droits de l'homme, de manière générale. Et ce que nous faisons, c'est plus à titre préventif qu'à titre médecin après la mort. Il y a une convention
qui a été adoptée en 1990, en décembre 1990, sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Et cette convention a été ratifiée par le Sénégal en 1999. Donc cette convention-là doit être traduite dans nos lois, dans nos politiques, dans nos programmes. Je pense que le Sénégal doit se doter d'une politique de migration qui permettrait d'avoir un mécanisme qui informerait les potentiels migrants, tous les candidats à la migration, des opportunités qu'offrent les pays de destination, des difficultés, des problèmes, des dangers, et essayer d'offrir également à nos ressortissants des alternatives. Vous savez, quand le Sénégal, comme j'ai dit, a ratifié cette convention-là et a l'obligation de déposer tous les 4 ans un rapport au niveau du comité qui est chargé de faire le suivi de la mise en œuvre de cette convention-là. Et le dernier rapport que le Sénégal a déposé, c'était en 2016. Le dernier passage du Sénégal devant ce comité. Le comité a recommandé à l'État du Sénégal d'intensifier ses efforts pour diffuser des informations sur les droits reconnus aux travailleurs migrants au titre de la convention dont je viens de parler, ainsi que sur les conditions de leur admission et de leur emploi. Ce comité recommande également au Sénégal d'informer les Sénégalais candidats à l'immigration ainsi que les membres de leur famille sur leurs droits que leur reconnaît la convention, sur leurs obligations ainsi que sur les dangers de l'immigration irrégulière. En 2000, il y a ce qu'on appelle le pacte mondial sur la migration. Les États se sont engagés à créer des conditions politiques, les États, y compris le Sénégal, des conditions politiques, économiques, sociales et environnementales permettant aux individus de vivre dans leur pays sans violence, de manière productive et dans des conditions viables, et de réaliser leurs aspirations personnelles en veillant à ce qu'ils ne soient pas poussés par le désespoir. Et quand on parle de désespoir, vous savez que ceux qui périssent, c'est le désespoir qui les y amène. Le désespoir et la dégradation de leur situation qui leur fait recourir à la migration irrégulière. Madame Aminata Kébé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste de programme au niveau du Bureau régional Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci à vous, Pape Diba. C'est la fin de cette édition. On rappelle des titres. Faut-il s'attendre à une reprise de la grève des travailleurs de la SDE? Accord sur la suspension du mot d'ordre, mais les 7,5% proposés par l'État divisent le ministre de l'Eau et les travailleurs de la SDE qui veulent rencontrer le chef de l'État pour négocier sur les 2,5% qui restent. Il n'est pas pour l'instant conseillé de se rendre à la cité Khadija de Thiaroye Azur en banlieue de Dakar. La fuite du pipeline de la SAR, Société africaine de raffinage, installe la psychose chez les habitants de la cité qui respirent l'odeur nauséabonde qui s'échappe du tuyau. Le président Macky Sall aux banques de développement: comportez-vous comme tel et ne soyez pas des banques d'affaires. Un sommet des transformeurs s'est tenu à Diamniadio en présence du président de la Banque islamique de développement. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs. Retrouvez la rédaction à 23h pour un flash en Wolof. Restez en compagnie des programmes de la radio que vous avez choisi, la RFM. C'est une émission Firi Gént di ngeen ko am